Saturne Nîmes. Plus radin, plus malin. Vous présente Miroir des Sports. Du football, mais également du rugby, du badminton, du rugby, de la course à pied, du rugby, je viens de le dire, du handball, de la course à pied et puis de la plongée en apnée au sommaire de ce Miroir des Sports. Pour nous parler de l'apnée, nous avons Stéphane Keller, c'est le président du Sporting Club des plongeurs libres. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. Il est un peu stressé, il est capable de tenir des demi-heures entières sous l'eau, mais sur un plateau télé, ça le stresse, vous allez voir, tout va bien se passer. Puis à vos côtés, Dominique Orson, et on est très heureux de l'accueillir également sur ce plateau pour nous parler de la Coupe Gare-Lozère. Et oui, le mois de mai, c'est la saison de la Coupe Gare-Lozère qui a commencé il y a quelques mois déjà, mais là, on en est aux phases finales. Et le club que vous entraînez, le Football Club de Vauvert, ça est en demi-finale de la Coupe Gare-Lozère. Alors, vous êtes le petit poussé de Il en faut un chaque année de cette belle épreuve. Vous allez rencontrer Uzès Pont du Gard. Combien de divisions au-dessus? 4 divisions. 4 divisions. Uzès Pont du Gard sont en DH. CFA2. CFA2 même. CFA2, leader de CFA2 et sûrement en passe de monter en CFA. En passe de monter en CFA. Et vous êtes en pro, en PHB. PHB, oui. C'est la réserve peut-être du l'US Pont du Gard qui est en PHB, non? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont envoyer la réserve. Mais bon, je ne sais pas. Contre vous, ils ne vont pas envoyer la réserve. Ça, je pense qu'ils vont jouer à fond. Oui, non, je crois qu'ils vont jouer la coupe à fond parce que bon, c'est une compétition sûrement qui leur tient à cœur aussi. Voilà, mais bon. On n'a pas. De toute façon, il faut les jouer. Donc à partir de là, on fera ce qu'on peut. Alors juste avant, précisons que ce sera ce jeudi de l'Ascension, ce 13 mai, dans l'après-midi, à Vauvert. 14h30. Il y a tellement de championnats d'écart que ça se joue chez vous, chez le petit. Et l'autre demi-finale, ce sera le jeudi suivant, ce sera Nîmes Olympique, la réserve du Nîmes Olympique, contre Alès, l'Olympique. Alès, allez, on évacue ça tout de suite. Ça vous rappelle de bons souvenirs, Alès? Oui, bien sûr. C'est pour faire un petit clin d'œil à Patrick Champ, bien sûr. Oui, puisqu'on a gagné la Coupe Gare-Lozère ensemble en 79. Donc, il y a pas mal d'années, bien sûr. Mais bon. Alors, moi, il m'a dit, il était junior. Moi, j'étais un peu déjà dans les. Il était junior. Oui, j'avais que 19 ans, moi. Donc, forcément, oui. Je faisais partie de l'effectif pro à ce moment-là et j'arrivais de Nîmes Olympique d'ailleurs. Donc il y avait pas mal d'anciens Nîmois, parce qu'il y avait Patrick Champ, il y avait Jean-Claude Mitt, il y avait Denis Mathieu aussi, il y avait Charles Canetti, il y avait quand même. Voilà, les bons souvenirs des années 70. Vous êtes resté combien de temps, Alès? 2 ans, puis je suis revenu à Nîmes. Et après Nîmes Olympique, bien sûr. Donc Nîmes Olympique Alès, ça c'est l'autre demi-finale. L'US Pont du Gard, c'est quand même une équipe qui est notamment dirigée sur le plan sportif par un certain Pierre Mosca. C'est ça, et c'est quand même une des équipes les plus ambitieuses sur le département. Ben oui, c'est moins ce qu'on puisse dire. Bon, Pierre Mosca, je le connais bien puisque j'ai eu la chance de travailler sous ses ordres à Nîmes Olympique, donc quand j'avais les moins de 21 ans. Et voilà, maintenant, Uzès, oui, c'est le gros morceau. Bon, c'est sûr qu'on aurait préféré peut-être au niveau du cœur prendre Nîmes Olympique, mais bon, il faut jouer Uzès. Vous voulez prendre en finale? Écoutez, ma foi, oui, de toute façon, on va jouer notre match. Après, bon, nous, on part dans ce match sans complexe, et puis on jouera avec nos qualités, et puis on essaiera de faire douter Uzès. Voilà, si jamais on bat Uzès, on va sûrement écrire une page de l'histoire de plus de la Coupe Gare-Lozère. Et si on est éliminé, même si on prend 5-0, 6-0, il n'y aura pas non plus à crier au scandale, vu l'écart qui est entre Uzès et nous. Vous avez fait quel parcours pour en arriver là? Quel parcours? On s'est qualifié. Vous avez battu quelques gros? Quelques gros, oui, enfin si on veut. Dans un quart de finale, on a battu le Vigan 3-0 chez nous, donc c'est vrai qu'ils étaient en DHR, donc 2 divisions d'écart, mais bon, c'est une équipe qui a souffert toute la saison aussi. Mais bon, c'est vrai que ce jour-là, on a quand même fait un gros match, je dirais, et donc il n'y a pas photo. Je crois que notre qualification pour les demi-finales ne doit rien à personne. On s'est qualifié 4 fois à l'extérieur aussi, même si ça n'a pas toujours été facile, mais bon, on s'est quand même qualifié. Donc à partir de là, bon, nous, c'est notre finale. Voilà, on va jouer notre finale, en sachant très bien que bon, mais on aura de grosses difficultés, mais bon, on va tout faire pour passer. Voilà. Les joueurs, évidemment, là, on est dans l'amateurisme,
Oui. Total. C'est des jeunes joueurs, ce sont des joueurs plus expérimentés. Oui, C'est un mariage, c'est quoi? Alors l'équipe, il y a 4 joueurs qui ont plus de 30 ans dans l'effectif. Tout le reste, ça varie entre 20 ans et 25 ans, donc l'équipe est relativement jeune. À part 2, c'est la première fois qu'ils évoluent à ce niveau-là, au niveau de la Coupe Garloser. Donc ils ont beaucoup appris tout le long de la saison, ils ont fait un bon championnat. On va finir second de notre poule. Bon, malheureusement, on rate la montée de peu, mais je crois qu'on essaie en ce moment, cette saison, de rebâtir quelque chose à Vauvert pour partir sur de bonnes bases, pour essayer de remonter le club au niveau où il était avant. On essaie aussi de travailler. Justement, c'est quoi l'ambition du club? L'ambition, c'est de remonter au moins en division d'honneur régionale, parce que je pense que Vauvert a largement sa place et peut faire partie de la division d'honneur régionale et y rester. Mais moi, j'ai entraîné Vauvert pendant 5 ans, je les ai quittés il y a 4 saisons, on était encore en DHR. Donc il y a eu beaucoup de gâchis pendant 3 saisons. Et là, vous êtes revenu cette saison, hein? Oui, en courte saison d'ailleurs. Donc pour relancer l'aventure et déjà un premier succès, puisque cette demi-finale pour la Coupe Garloser, et qui dit demi-finale, dit peut-être finale, on ne sait jamais. Oui. On suivra ça de très très près. Ce sera donc jeudi après-midi, on redonne l'heure 14h30. 14h30 à Vauvert. Voilà, donc vous avez le temps d'aller à Vauvert regarder la demi-finale et puis après de revenir pour le seul contre 6 de Sébastien Castella. On en reparlera tout à l'heure. Restez avec nous, on va parler foot avec la Ligue 2, 37e journée. Nîmes Olympique était en déplacement à Istres. On va lancer les images tout de suite. Voilà les images fournies par la Ligue française de football professionnel, et donc les Istréens qui avaient eux beaucoup à jouer puisqu'ils pouvaient obtenir le maintien. Les Nîmois n'avaient pas grand chose à jouer, mais comme l'avait annoncé Jean-Michel Cavalli, il s'agissait d'honorer notre rôle et de ne pas tronquer cette fin de championnat. Cette belle occasion au début de Jonathan Aguité qui finit sur le poteau. Ensuite il y aura ce penalty. Et pénalty qui sera tiré 2 fois, et la deuxième fois, donc c'est Saifi qui mettra sur le poteau. Il y aura également cette tentative avec le ballon qui part. Et puis donc à la 32e minute, ce coup franc de Johan Cavalli pour la tête de Jean-Jacques Mandrecki. Il y a très longtemps que Jean-Jacques Mandrecki n'avait plus marqué. 1-0 pour les Nîmois, mais ce sera de courte durée puisqu'à la 42e, l'arbitre a vu une main de Sidibé sur ce coup franc. Cette fois, c'est Nouri qui tire le pénalty et qui le transforme remarquablement. Alors là, on se dit que peut-être que les Nîmois à la mi-temps vont laisser filer l'affaire. Pas du tout, vous allez voir cette très très nette occasion de Jonathan Aguité avec un certain Lejeune qui va aller sauver son équipe sur le fil. Et puis un petit peu plus tard, là par contre, Al-Shaibani ne pourra rien sur cette reprise du plat du pied de Nouri sur un centre de Féjean. 2-1, plus rien ne sera marqué. Le match aura surtout valu par sa première mi-temps. Voilà, 2-1 pour Istres, et Istres qui se sauve avec ce résultat. Évidemment, on attendait beaucoup également du côté de l'autre club régional, Arles-Avignon, qui était en déplacement à Sedan. On va regarder là aussi les images que l'on doit à Ma Chaîne Sport cette fois, avec Sébastien Piocel, le capitaine de l'AC Arles-Avignon. L'AC Arles-Avignon qui avait 3 points d'avance sur Metz avant ce match-là, donc difficile de valider son billet ce soir-là, mais Metz était en déplacement à Caen. Il ne se passera pas grand-chose dans ce match, cette petite occasion sedanaise en première mi-temps. Il y aura par contre une très très belle occasion un petit peu plus tard pour André Ayou. André Ayou, le jeune joueur prêté par Marseille qui croise trop son tir. Et puis il y aura un but refusé, ce sera en deuxième mi-temps, 0-0 à la mi-temps. Il y aura un but refusé pour les Sedanais, on va le voir en détail, avec ce tir repoussé par Merville. Et là, un penalty possible, mais derrière il y a une reprise. Mais rien de tout ça ne va arriver. Regardez, il y avait hors-jeu sur le tir Sedanais et l'arbitre revient à la faute. André Ayou aura l'occasion d'ouvrir le score et d'envoyer les siens au paradis, mais petit cafouillage entre le gardien et son défenseur. 0-0, score final. Là, il y a main, il y a tout, mais bon, c'est pas grave, c'était dans l'action. Matlouti
rentré en deuxième mi-temps, n'y pourra rien cette fois. Lui qui avait marqué le but de la victoire il y a 2 journées. On va regarder les résultats, l'ensemble des résultats. Et puis le classement, voilà, ça va s'afficher derrière et bientôt devant. Donc Nîmes, la défaite. Brest et Caen, je ne sais pas s'il faut ce championnat, mais en tout cas, ils ne sont plus tout à fait dans le coup. Metz est allé l'emporter 2-0 à Caen, 4-1 pour Dijon à Brest. Donc ces deux-là sont censés se chamailler, se battre pour la victoire en Ligue 2, le gain de ce championnat en Ligue 2. Tours 0-0, c'est le prochain adversaire de Nîmes. Bastia 0-0, il y avait un très très mince espoir envolé du maintien. C'est fini, Bastia jouera en national. Ça ne fait pas plaisir. Laval est allé l'emporter à Vannes. Vannes est en grand danger pour le dernier match. Angers qui reste dans la course éventuellement pour la montée. Clermont qui était mené 1-0 par Guingamp a finalement emporté 3-1. Clermont reste aussi en course pour la montée. Le Havre et Strasbourg, un partout. Strasbourg en danger. Ajaccio est sauvé. Les Châteauroux-Strasbourg, ce sera la prochaine journée. On regarde le classement tout de suite. Il y aura un match entre Châteauroux et Strasbourg. Ce sera le match de la mort pour la 38e journée. Nîmes reçoit Tours. Décidément, l'enjeu pour l'un comme pour l'autre, ce sera jouer pour l'honneur et se faire plaisir. En haut du classement, Arles-Avignon, 57 points. Metz, 56 points. Clermont, 54 points. Arles-Avignon joue contre Clermont. Donc là, c'est clair qu'il y a une place en Ligue 1. Ce sera très très difficile à aller chercher. On connaît, donc vous le savez, les équipes qui descendront en deuxième division l'année prochaine. Le Mans, Boulogne et Grenoble. Et on sait que Évian, Thonon et Reims montent en Ligue 2. Voilà pour la Ligue 2, voilà pour le football. On va marquer non pas une courte pause, mais on va se tourner vers toute autre chose avec Stéphane Keller. Le foot, c'est pas votre passion? Pas trop. Pas trop. J'aime bien, mais je ne suis pas trop le foot. Mais on a bien compris que vous, c'est la plongée en apnée, le Sporting Club. Mais ce qui est beau dans le nom de votre club, ce sont les plongeurs libres. Oui, vu que l'apnée est pour moi, enfin pour nous les plongeurs, l'approche la plus pure de la mer. Le grand bleu, quand on vous dit le grand bleu, ça vous énerve, ça vous agace ou vous dites Ça ne m'énerve pas, c'est du passé. Le grand bleu a suscité bien des vocations. Est-ce que votre vocation, plaisir. la vôtre, elle est née du grand bleu? Non, je barbote depuis tout petit, sans avoir été bon en apnée depuis tout petit, mais je barbote depuis tout petit et j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Mais le grand bleu, vraiment, nous a fait rêver, c'est vrai. Donc que des bons souvenirs avec ça. Et puis maintenant, une discipline qui s'est quand même structurée. Qui s'est structuré, oui. Et on va le voir dans ce reportage avec des règles tout à fait strictes et Avec notamment des règles très strictes, de sécurité. voilà. On découvre ce reportage de Nadège Kless sur des images de Nicolas Pinchino. C'était hier, donc dimanche, la deuxième manche de la Coupe de France des plongeurs libres. C'est ça, c'est parti. Deux nouveaux plongeurs se sont qualifiés pour représenter la France lors des championnats du monde de juillet. Tous deux ont battu leur record personnel en dynamique. Alice Modolo, qui a tenu 164 mètres, et Frédéric Sessa, qui est passé d'une performance de 228 mètres à 244 mètres. À 5 mètres du record du monde, le jeune homme a préféré s'arrêter, mais il y a une bonne raison à cela. C'est pas inconscient, je ne suis pas sorti là par hasard. Je savais qu'aujourd'hui je ne pouvais pas réaliser un record du monde, il n'y avait pas les juges internationaux. Donc je suis sorti avant pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais bon, je pense que prochainement le record du monde sera à moi, quoi. Du côté nîmois, une passionnée d'apnée a fini première de la journée grâce à un temps de 5 minutes 26 en apnée statique et une longueur de 106 mètres en apnée dynamique. Même si l'apnée est avant tout un loisir, comme elle le dit, ses capacités physiques ainsi que sa méthode lui ont permis de réussir cet exploit. C'est un sport qui demande de l'entraînement. Là, le statique, j'ai bien carburé parce que j'ai des vieilles c'est une vieille connaissance pour moi, je dirais. Et puis voilà. Alors que le dynamique, puis c'est beaucoup plus mental. Le statique, c'est plus dans la tête. Alors que le dynamique, j'ai pas fait une super perf. Et j'ai fait beaucoup moins que ce que j'ai fait d'autres fois, justement parce que je ne suis pas entraînée. Au total, 8 apnéistes sont qualifiés pour les championnats du monde. Il leur reste 2 mois pour reprendre leur souffle. Et on va réécouter Hélène Chouane. Elle nous explique ce qui lui passe par la tête
pendant qu'elle ne respire pas. Vous allez voir, tout à fait étonnant. Chacun a un peu ses techniques. Moi, je procède par visualisation. Je me fais passer des images positives, des choses qui me font plaisir. Les choses qui me font plaisir, c'est mes enfants, c'est mon chéri, le visage, et puis des paysages aussi qui me font plaisir. Des paysages qui font plaisir, de belles images pour tenir plus longtemps. Vous êtes également apnéiste, c'est quoi votre technique à vous? C'est là un peu la relaxation, mais surtout l'apnée se passe dans la tête. Pour moi, je suis bien dans l'eau, je suis heureux sous l'eau. Maintenant, comme disait Jacques Mayol dans Le Grand Bleu, la taille des poumons n'a rien à voir. Pour certains, oui, mais moi, j'arrive à me faire plaisir en ayant peu de préparation, mais en étant bien dans l'eau. Alors se faire plaisir, c'est une chose, mais là, on est quand même dans la performance, donc il faut essayer de repousser au moins ses propres limites à chaque fois. On repousse, mais l'entraînement fait qu'on ne peut pas atteindre la performance sans passer par la phase plaisir. L'apnée, c'est un sport qui peut être très dangereux. On peut arriver jusqu'à la samba, une perte d'intégrité physique, voire la syncope, qui est tout de même assez fréquente. Et toute la beauté du sport, c'est de sortir tout en maîtrisant son corps et en étant maître de ses moyens. On va regarder d'autres images que l'on va commenter ensemble, donc que l'on doit à Jean-Louis Manjolet. Ce sont des images pour l'essentiel sous-marines, donc qu'il est allé chercher sous l'eau de ces apnéistes. On avait tout à l'heure Frédéric Sessa qui nous expliquait qu'il n'avait pas tout à fait poussé jusqu'au bout sa démarche. Il a eu raison. L'apnée, c'est en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut sortir maître de ses moyens. 244 mètres, c'est énorme. Il aurait pu, en n'étant pas très sage, aller toucher le mur des 250 mètres. Mais il serait peut-être sorti en samba, en syncope. Qu'est-ce que vous appelez en samba? En samba, c'est une perte d'intégrité physique. On sort de l'eau, on n'est plus maître de ses moyens, et on tremble, on n'arrive pas, on ne se souvient pas de sa sortie. Et une syncope, c'est la perte de connaissance. Donc toute la sagesse d'un apnéiste comme Fred Sessa, c'est de savoir quand il faut sortir, pour bien sortir, faire un beau protocole. Alors ce que vous appelez un protocole, hein, c'est oui. comme on l'a vu, donc il y a un juge qui vous fait... qui vous pose des questions pour bien voir si voilà. vous avez tous vos moyens. On sort de l'eau. Dès qu'on a sorti les voies aériennes de l'eau, on a 15 secondes pour enlever son équipement facial, pince-nez, lunettes ou le masque, pour faire un signe OK et dire I am OK. Il faut dire ça dans les 15 secondes. Voilà, donc Ensuite, sinon, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, c'est que ça ne va pas bien. Ensuite, le juge peut vous regarder pendant 30 secondes avant de vous valider. Alors il y a 3 cartons, un blanc, et ça veut dire performance validée, un jaune, c'est une pénalité, s'il y a eu un départ un petit peu avant, après, si on n'a pas vraiment touché le mur, il y a plein de petites raisons qui peuvent... Et un rouge, c'est disqualification. Alors vous-même, vous êtes apnéiste, là vous étiez organisateur, donc forcément vous n'avez pas participé à la compétition. Hein. Je n'ai pas mis les pieds dans l'eau hier, et après 12 heures dans la piscine, on avait bien envie de plonger. Alors de votre club, Denis-moi, donc il y a Hélène Chouane, 45 ans, qui s'est distinguée, et vous avez également d'autres compétiteurs quand même. Oui, Anne Charbonnel, qui a fait 4 minutes 14 en apnée statique, 107 mètres en apnée dynamique. Il y a aussi pour l'apnée dynamique Anthony Guillot qui a fait une belle performance en faisant un peu plus de 100 mètres. Enfin non, il a fait 100 mètres précisément. Robert Oltra du club a fait 106 mètres. François Gravier a fait la compétition mais était organisateur. Et quand on est organisateur, on le sait, on en reçoit souvent, c'est difficile voilà. après de pouvoir Il s'est fait plaisir, il s'est concentré quelques sur minutes quand l'organisation. même dans l'eau. Hein. Combien? 4 minutes, je crois, vous m'avez dit tout à l'heure. François Gravier, 3 minutes 20. 3 minutes 20, voilà. Bon, écoutez, vous essayerez ce soir dans votre baignoire. Merci beaucoup, Alors, Stéphane attention, Keller. ne pas Oui. essayer l'apnée tout seul dans sa piscine ou dans sa baignoire. Alors, ne pas essayer dans sa baignoire, vous avez compris. Très important, pas tout seul.
je retire, vous essayez rien du tout. Voilà, dans votre baignoire, vous jouez avec le petit canard jaune. Est-ce que je peux rajouter? C'était les qualifications pour les championnats du monde. Hein. Oui. Il y a 8 personnes qui sont parties et qui vont partir au Japon cet été. Eh bien, ça c'est sympa, petit voyage au Japon. Merci beaucoup Stéphane Keller, vous voyez, ça s'est bien passé sur le plateau. Eh ben oui, mais quand je pars, ça part. Voilà, et puis Dominique Orson, on croise les doigts pour ce match jeudi soir face à Uzès. Oui, jeudi, ils vont faire 2 fois 45 minutes en apnée totale. Allez, nous, on va essayer de respirer un grand coup, marquer une courte pause. On se retrouve pour parler encore de football, mais de foot féminin. Il était une fois les matinées magiques. Le rendez-vous que Kinépolis donne à tous les enfants et à leurs parents le premier dimanche de chaque mois, avec un tarif unique pour tous, 5 €. Au programme, des animations, une avant-première ou l'un des films pour enfants à l'affiche, et un cadeau surprise. Kinépolis, bien plus qu'un cinéma. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010 au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante: Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. Miroir des sports, deuxième partie avec du foot, mais du foot féminin, avec nos deux invités, Delphine Saez, bonsoir. Bonsoir. Et Christian Thavez, président du foot féminin Nîmes Métropole. Alors, expliquez-nous comment ça s'est passé. On va regarder les images tout de suite. Hier après-midi, c'était à Manduel. Vous aviez une rencontre, un avant-dernier match de la saison, c'est ça? Oui. Face à l'AS Saint-Étienne, les Stéphanoises qui jouent en vert et puis les Nîmoises en blanc. On va envoyer les images. Voilà, ça va partir. Nîmes contre Saint-Étienne, ce n'est pas une affiche de Ligue 1 de foot des années 70. Qu'on ne se trompe pas, ça se passe à Manduel. Et l'enjeu n'est pas le même pour les deux équipes. Hein. Je crois que les Stéphanoises ne jouent pas grand-chose. Par contre, vous, les Nîmoises, vous jouez une place en deuxième division, c'est ça? C'est ça. Alors, expliquez-nous, on va voir, il y a eu beaucoup d'occasions pour vous. Oui. Vous n'avez pas revu ces images forcément, Delphine, donc vous allez être déçus une fois de plus, puisqu'on va donner le score final 0-0. On va voir toutes ces occasions des Stéphanoises assez agressives, hein. Je ne dirais pas sur l'homme, mais sur la femme. Oui, non. oui. Hein? C'est... Voilà, ils sont fascinés, nos deux invités, par ces images. Mais oui, c'est vous sur les images. C'est vous, Delphine, il n'y a pas de souci, bien sûr. Allez, racontez-nous. Donc, il y a un changement dans ce championnat. L'année prochaine, et il n'y aura plus cette troisième division dans laquelle vous avez évolué toute cette saison. Il y aura autre chose. Tout à fait. La Fédé a décidé de supprimer les divisions de 3 féminines. Donc il y avait 4 groupes de division de 3 au profit donc d'un troisième groupe de D2. Donc il y aura 3 clubs de chaque groupe qui vont créer un nouveau groupe de D2. Donc après, bon, les découpages seront faits par la fédération, bien sûr, en fonction des clubs qui vont accéder. Très joli maillot jaune fluo, ouais, chère Delphine, bravo. Oh, là, ah là, ça se bagarre. Hein. C'est un peu ralent, ça. Hein. Ah, il râle une fois de plus. Ah, oui, ça oui. passe à côté. Ouais. Il y a eu énormément d'occasions pour votre équipe. Donc, dans ces cas-là, on l'entendra tout à l'heure, pas grand-chose à vous reprocher sur le match, sauf que les ballons, hop là, le poteau, il faut les mettre au fond. Et alors là, encore une occasion, mais cette fois bien arrêtée par le portier. Elle doit la lober, là. Elle doit la lober. C'est tellement facile, là. C'est plus facile. Sur le banc, c'est facile. Sur le banc ou devant sa télé. Hein. Ah ouais. Ça combine bien, une fois de plus. Et là, le contrôle est un petit peu long pour aller chercher le tir. Encore des occasions sur ce coup franc un petit peu lointain. Et là, forcément, alors, on est abattu. Pourquoi?
On est abattu parce que malgré la victoire du Puy à Montpellier, la défaite du Puy à Montpellier, la victoire nous permettait d'être ex aequo en termes de nombre de points, en termes de goal average et en termes de différence de but. Donc tout allait se jouer sur la dernière, journée qui, pour nous, qui va se passer à Saint-Jean-de-Védas et pour le Puy qui reçoit le Celtic de Marseille. Voilà. Donc votre équipe rivale, je ne sais pas si... votre équipe rivale, donc c'est le Puy sur cette affaire-là. Et vous ne jouez pas les unes contre les autres. On a joué il y a 2 semaines. Et ça s'est passé comment? On a perdu 1-0 là-bas. Et quand ils étaient venus ici? Ils avaient perdu 1-0. On avait gagné 1-0. Voilà, Nîmes avait gagné 1-0, donc c'est extrêmement serré. Ouais. Ça peut se jouer à quoi? Il faut qu'ils perdent et que Nîmes gagne, c'est ça? Alors là, donc nous avons mis une réserve sur le match contre Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne a transgressé le règlement général des championnats de France, qui précise qu'ils n'ont pas le droit de faire jouer plus de 3 joueuses nées en 93. Donc là, sur la feuille de match, il y avait 4 joueuses. Donc il faut savoir à leur décharge que Saint-Étienne prépare, et comme les clubs de première division qui ont des réserves, prépare les championnats U18. Donc leur intérêt, c'est de faire jouer des filles en préparation de la saison qui vient. Mais bon, peu importe, ils ont transgressé le règlement. Donc on va s'appuyer sur ce point du règlement pour porter une réserve à la fédération. Sur le résultat d'hier. Voilà, donc sur le résultat d'hier, ce qui nous mettrait, si c'est accepté, et si ce n'est pas contesté, à égalité de points, comme j'ai dit tout à l'heure, mais avec un avantage, puisque la réserve nous ferait obtenir 4 points et 3 buts. Donc on serait ex aequo avec le Puy et on aurait 4 buts d'avance sur elle. En goal average. Donc on serait avantagé, quel que soit. Il faudrait compris. Voilà, il faudrait qu'à Saint-Jean-de-Védas, nous, on gagne par un score assez élevé, mais eux, il faudrait qu'ils gagnent par 7 ou 8-0 contre le Celtic de Marseille. Ce qui n'est pas évident du tout. Voilà, qui est pas évident du tout. On écoute les réactions d'après-match, réactions à chaud sur ce match-là. Forcément, la déception du côté de vos entraîneurs, Philippe Debatty et Manuel Gros, mais également la vôtre, puisqu'on avait recueilli vos informations, vos réactions tout de suite sur le bord du terrain. Nicolas Fabre. On avait dit au FIC que c'était notre dernier match en Détroit, quoi qu'il arrive. Donc notre dernier match à la maison. Pour le peu de gens qui œuvrent pour le foot féminin, qu'il fallait absolument montrer un beau visage aujourd'hui. Je pense que ça a été fait. Malheureusement, c'est vrai que avec Manu, en tant que coach, on ne peut pas se contenter de ce résultat. On se contente de l'état d'esprit des filles, de ce qu'elles ont montré sur le terrain. Elles se sont vraiment minables. Il y en a une ou deux qui ont fini avec des crampes, donc c'est toujours intéressant. Maintenant, je pense qu'on a quand même été assez malheureux sur le plan offensif. Tant que rien n'est fait, il reste un match à faire. Il va falloir se préparer encore toute la semaine et puis aller essayer de marquer des buts à Saint-Jean-de-Védas dimanche prochain. Nous, on joue la montée contre le Puy. Maintenant, rien n'est fini. Il nous reste un match. Il faut le gagner en marquant le plus de buts possible. Et voilà, et essayer de jouer la montée jusqu'au bout. Ça reflète un peu l'image de notre saison. On a des filles qui sont très 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 fragiles mentalement. Quand tout va bien, elles sont intouchables, on va dire. Mais par contre, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, là c'est limite la catastrophe. C'est vrai que là, comme on leur a dit dans le vestiaire, sur les 90 minutes et même à la mi-temps, je leur ai dit vous faites 45 minutes, je peux rien vous reprocher. Il nous manque juste ce petit but qu'on a du mal à marquer depuis quelques matchs malheureusement. C'est vrai, vous êtes fragile, Delphine Saez? Moi personnellement non, mais c'est vrai que l'équipe est fragile. Quand on n'arrive pas à marquer, de suite on baisse la tête. C'est vrai que certaines filles sont plus fragiles que d'autres. Et ça tient à quoi ça? Parce qu'on a vu que vous aviez des capacités, des possibilités, des opportunités techniques, etc. Les occasions. Oui, on a beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Donc après, certaines filles baissent la tête. Donc après, toute l'équipe n'a pas le moral, quoi. Christian Tavès, vous n'êtes pas rentré dans les vestiaires pour les remotiver? Disons que sur les matchs à domicile, ça a été un peu la cata sur l'ensemble de l'année. À l'extérieur, il y a eu un comportement, mais ce que disait Delphine, c'est vrai que dès qu'on marque et qu'on mène 1 voire 2-0, on est capable de faire des 4-0, des 5-0, mais dès qu'on n'arrive pas ou qu'on prend un but, c'est un petit peu catastrophique avec, comme disait Delphine, comme disait le coach, les filles qui baissent la tête
Voilà, et ça c'est vrai que sur ce point de vue-là, on a un peu pêché au long de l'année. On a une très bonne défense, mais par contre, on a aussi une mauvaise attaque. Ah, c'est au niveau de l'attaque que ça pêche. Elles se sont mis minables, je suis fier d'elles, elles sont allées jusqu'aux crampes. Il est dur quand même, Philippe de Batty, non? Moi, je dirais qu'elles se sont dépouillées. Oui, il est dur, mais bon, il faut un entraîneur qui soit dur aussi pour pouvoir nous rebooster. Et voilà, il faut qu'il soit là. Effectivement, c'est frustrant de faire des matchs comme ça, où on a toutes ces occasions, et surtout que la victoire était impérative. C'est ce dimanche le prochain match? Le 16, oui. Donc à Saint-Jean-de-Védas, vous n'allez pas très loin, donc gardez tout votre influx, et puis là, cette fois, il faudra la mettre au fond. Bravo en tout cas pour tous ces efforts. Monduel, c'est pas mal comme terrain. Oui, ça va très bien. Vous iriez bien l'année prochaine, là, non? Je pense qu'on va peut-être engager des pourparlers. Bon, je ne vous cache pas que moi, mon souhait, ça serait de me rapprocher de Nîmes Olympique. On en avait parlé avec le président Gazo. Bon, pour l'instant, il avait, comme on dit, d'autres chats à fouetter. Je comprends bien, il y avait l'association. Maintenant, ça a l'air de se régler un petit peu. Donc, on avait décidé qu'à la fin du championnat, vous alliez vous rencontrer. On se reverrait et on en discuterait, quoi. Eh bien, écoutez, demain, on aura normalement Jean-Louis Gazo sur le plateau de Télémiroir pour Croco Hebdo. Si j'oublie pas, on lui posera la question. Oui, ça serait sympa. Ok, voilà, ce serait bien de jouer en rouge aussi. Pourquoi pas, Delphine, elle est d'accord. Merci à tous les deux, restez avec nous, on va parler handball avec une saison qui n'est pas encore tout à fait finie pour le HBCN. Elle jouait hier dimanche à Dijon, il s'agit d'un match de classement. Défaite 14 à 18, 18 à 14 même pour être précis. Le match retour, 4 buts seulement à remonter, ça doit être faisable pour les filles de Manuel Aili. Ce sera dimanche après-midi à 17h au Parnasse. Allez, il faut aller une dernière fois au Parnasse pour soutenir les filles du HBCN. Ce sera la dernière rencontre tout court pour Jenny Florin et pour Nathalie Macra. Et puis ce sera la dernière rencontre avec le maillot nîmois pour Mariama Signaté, Julie Goyoran et Nico Ouba. Les sœurs Hansen, voilà, avant d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire. Mais ce serait bien d'aller chercher cette dernière victoire. Handball D2, il n'y a pas eu victoire, il y a eu défaite. Et il y a relégation, on le craignait tout au long de la saison. Elles ont repoussé l'échéance le plus loin possible, mais les filles de Bouillargues seront rétrogradées la saison prochaine. On écoute ce résumé de Nicolas Pinchileux. Vaincus samedi soir à la maison, les Bouillarguaises perdent tout espoir de se maintenir en deuxième division. Pour cette 25e et avant-dernière journée de championnat, elles recevaient la Motte Servolex, concurrente directe au maintien. C'est une fois de plus un match à la vie et à la mort que vont livrer les filles de Marc Villeberger. Défense individuelle tout terrain et jeu musclé dès le début de la rencontre. Mais les Savoyardes ne se laissent pas déstabiliser, pire même puisqu'elles prennent le match en main, allant jusqu'à compter 5 buts d'avance. Les Bouillarguaises ont du mal à finaliser leurs attaques, perdent trop vite les ballons gagnés et se font malmener par la paire arbitrale. Pourtant, redoublant d'efforts, elles reviennent tant bien que mal à 3 buts à la mi-temps. De retour sur le terrain, les coéquipières de Cindy et Ricourt vont montrer qu'elles ont le potentiel physique et continuent la défense individuelle. Mais de nouveau, c'est à la finition que cela pêche, 2 buts à peine en 10 minutes, et les voilà de nouveau 5 buts derrière. Si la fin du match tourne à l'avantage des locales, notamment grâce à une belle prestation de la défense et des gardiennes, cela ne suffira pas. 27 à 25 au coup de sifflet final qui sonne comme le glas d'une saison qui depuis la première journée s'annonçait difficile. Coup du sort, plan de Cuc, une autre concurrente au maintien arrache un nul à Cergy et place définitivement les Bouillarguaises relégables, même en cas de victoire lors du dernier match à Bègles. Depuis le début de l'année, on rejoue la fable du lapin et de la tortue, sauf qu'on est le lapin, donc vous avez vu, elles courent comme des lapins, elles donnent tout ce qu'elles ont, mais on part très souvent en retard, ce qui fait qu'on ne peut pas arriver à renverser les situations à chaque fois et qu'il manque toujours un petit quelque chose. Encore une fois, on est tombé sur un manque de compétences au niveau du tir. Donc c'est un peu dommage parce que ça gâche une débauche d'énergie énorme et un groupe qui mériterait peut-être de se maintenir, mais s'il avait gagné ce soir, il se serait maintenu tout seul. C'est donc en National 1 que l'année prochaine, les Gardoises tenteront de reconstruire un groupe et remonter immédiatement en Division 2. C'est évidemment tout ce que nous leur souhaitons.
Les résultats de cette avant-dernière journée de deuxième division de handball, avec donc la défaite des Boyarguaises 27-25 à la maison. Et puis le prochain adversaire, c'est Bègle qui a perdu à Issy-les-Moulineaux. On regarde le classement avec Bouillargues qui est 11e. Ce sont les 4 dernières équipes, c'est pour ça que c'est particulièrement difficile ce championnat, les 4 dernières équipes qui descendent. Et Bouillargues donc en lutte avec Plan de Cuc. On enchaîne avec d'autres résultats. Décidément, beaucoup de défaites ou de résultats pas très satisfaisants pour les équipes nîmoises, les équipes locales. Ce week-end, l'USAM qui est allé perdre à Tremblay. Tremblay qui est une des équipes solides de ce championnat de France, mais ça s'est joué à très très peu et c'est bien dommage. L'autre information, c'est la première défaite, ce sera peut-être la seule, de Montpellier lors de ce championnat de France 31-24 à Chambéry chez le Dauphin. On regarde le classement avec les Nîmois qui tiennent bon à la 10e place. Attention, Toulouse remonte, Cesson également. Mais la 10e place pour les Nîmois. Le prochain match, ce sera la réception de Créteil. Regardez, la place de Créteil, c'est la dernière. Donc ce serait une bonne idée de l'emporter. Ce sera le 15 mai à la maison au Parnasse. Et puis ensuite, il y aura un déplacement à Dijon. Il reste 4 journées dans ce championnat de Division 1 masculine. Allez, du sport par équipe, on passe au sport individuel avec du badminton. Un badminton particulier puisque était organisé ce dimanche à Nîmes les championnats de France, les 11e de badminton pour les sourds. Des images de Nicolas Pinchino et un commentaire d'Adrien Feuch. Ce week-end, l'association sportive des sourds de Nîmes a organisé le 11e championnat de France de badminton. C'est le championnat de France des sourds, couple et mixte. Alors il y a d'abord couple homme et couple dame et puis ensuite couple mixte. Cette manifestation, exclusivement réservée aux personnes sourdes et muettes, a permis de rassembler 10 clubs français. Ces joueurs, atteints d'un handicap auditif, ont su démontrer leur volonté de réussir. Handisport, ça regroupe plusieurs disciplines. Il y a fauteuil, il y a les gens de petite taille. Donc évidemment, les règles ont été adaptées en fonction des handicaps. Pour les sourds, en tout cas, les règles sont strictement les mêmes. C'est exactement le même fonctionnement que pour les valides. Malheureusement, le niveau professionnel du badminton chez les personnes sourdes évolue peu depuis plusieurs années. La difficulté des entraînements et la motivation sont, chez les jeunes, leurs principaux facteurs de dissuasion. Le badminton... C'est un sport quand même, c'est un jeu, c'est un sport de compétition, ça demande de l'entraînement, ça demande d'être quand même une disponibilité, ça demande de connaître les techniques, ce qui n'est pas toujours évident pour nous. Et puis c'est vrai que nous essayons de former des jeunes pour qu'ensuite ils puissent faire partie d'un club avec des entendants, pour que nous soyons intégrés. Cela fait 6 ans déjà que nous avons l'espoir d'augmenter notre groupe. Mais nous allons essayer de chercher, de trouver des jeunes, mais vraiment jeunes, pour qu'ils puissent avoir un avenir dans le badminton. Grâce à ce championnat, les organisateurs espèrent attirer de nouveaux membres sur le terrain. Et c'est à la demande, bien sûr, des associations de sourds-organisateurs que nous avons sous-titré les commentaires de ce reportage. Évidemment, forcément, plus on sous-titre, plus on fait de fautes d'orthographe. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve pour la 3e dernière partie de Miroir des Sports, avec notamment du rugby. À tout de suite. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. Kinépolis et de Metropolitan Opera présentent l'opéra au cinéma. Découvrez 10 opéras exceptionnels, retransmis en direct depuis New York. Regardez, écoutez et vibrez au son des plus belles voix contemporaines d'opéra. L'opéra au cinéma, des représentations uniques à vivre en direct sur écran géant en haute définition pour des sensations inoubliables. Infos et réservations sur kinepolis.com/opéra.
Oh pardon, on était en train de préparer tout ça avec mes deux invités, Jean-Michel Meunier et Claude Ponto pour le RCNG bien sûr, mais on va parler de la fin de saison du club de rugby nîmois, mais on va parler également course à pied avec les foulées des Costières. C'était la 2e édition, c'était un 10 000 mètres, bien sûr il y a le course en fond le matin, et puis 200 participants, un cadre superbe, des images de Nicolas Pachino et montage d'Alain Bellon. Des spécialistes de course de fond s'étaient donné rendez-vous ce dimanche matin sur les hauteurs de Beauvoisin. Un parcours technique de 10 km les attendait pour cette 2e édition de la foulée des Costières. Il s'agit d'un parcours assez varié qu'on a modifié, on l'a mis dans les vignes et dans les sous-bois, donc monotrace en sous-bois. Il fait assez frais, bon, c'est idéal pour eux, hein, ils vont se régaler, un parcours excellent. Les difficultés techniques de cette version 2010 n'ont pas permis d'égaliser les chronomètres de la précédente édition. Le temps là, c'est pas comme la dernière. La dernière c'est 33 parce qu'il y a des conquérants. Il y a des places. Cette année, il y a des descentes, des montées. Tu n'arrives pas à faire des bons chronos. Hier, j'ai fait les 5000 mètres et les 400. J'ai gagné les 5000 des interclubs. Tu n'arrives pas à faire un bon chrono. Mais c'est bon, ça roule. Difficile, mais bien. Je regrette, c'était un petit peu glissant dans les virages. Je fais faire attention, quoi. Mais bon, ça rappelle un peu le cross. Dans ce genre de course, on ne regarde pas le temps, en fait. Hein. On court aux sensations et on attend que ça vienne et on fait venir, quoi. Bon, 2e place, c'est bien quand même. Très content. Le nouveau temps de référence du coureur lulénois Lucine Tari est de 39 minutes 50 secondes. La première féminine, Valérie Jass, de l'ASSP Vergès, a parcouru les 10 km en 51 minutes 43 secondes. Allez, ils ont commencé à se chambrer. Le record du président là, sur un cross comme ça, 10 000. Vous parlez maintenant ou il y a 30 ans? Ah, il y a 30 ans, tiens, pourquoi pas. Il y a 30 ans, bon, je ne me rappelle plus, mais je n'étais pas si mauvais que ça. Ouais. J'avais 30 kilos de moins. Oui, forcément, il y a 30 ans, 1 kilo par an. Jean-Michel Meunier, Claude Ponto, bien sûr, pour parler de ce dernier match de la saison régulière. Là aussi, c'est un peu compliqué. On va rentrer dans les playoffs. Non, on appelle ça comme ça, phase finale. Avec donc de toute façon la qualification qui avait été obtenue il y a quelques journées déjà. Là-dessus, on était tranquille. On savait aussi qu'on ne serait pas premier. Et donc, à partir de là, il vaut mieux être classé le mieux possible parce que ça conditionne quelles équipes on rencontre par la suite. On va dérouler ce match quand même. Un match donc contre une des grosses équipes de ce championnat. Donc c'était hier, on est d'accord? Oui. Hier Carqueiranne et hier Carqueiranne qui était 2e. Qui était 3e. 3e, ils sont restés 3e à l'issue du match. Non, 4e. Qui était 4e. 4e, ils sont restés 4e. Et qui reste 4e, donc qui était derrière nous. On les reçoit, donc quelque chose à faire, et puis quelque chose qu'on n'a pas su faire, Jean-Michel. On passe pas complètement à travers, on fait quand même un match correct. Après, on a toujours du mal dans la continuité et à se maintenir au niveau de l'engagement physique. Donc c'est vrai que mentalement, à certains moments, on a du mal à avoir un fil conducteur. Donc là, on voit quand même des belles actions nîmoises, ça déroule bien. On fait une première mi-temps plus que correcte. Une belle série. Et puis c'est sûr, la tentative là de jeu au pied, que ça finit en touche et qui ne donnera rien. Ces équipes de Côte d'Azur, finalement, elles n'ont pas joué les touristes tout au long de la saison. Non, on pensait qu'ils allaient se faire bronzer sur la plage, mais ça n'a pas été le cas. Ils nous ont bien montré qu'en Côte d'Azur, le rugby était là, et notamment on a l'exemple avec Toulon. Mais à côté, ça promet aussi. C'est des équipes qui correspondent tout à fait aux demandes de ce niveau, à savoir beaucoup d'engagement physique, beaucoup de présence sur le jeu au contact. Choses sur lesquelles parfois on est un peu faible. Donc c'est sur cet aspect-là, sur le physique, président, qu'on aura pêché un peu tout au long de la saison. On a su développer du jeu, parfois séduisant. Je ne sais pas si c'est sur le physique, mais disons, on manque de concrétiser toutes nos actions. Je pense que de mauvais choix surtout. Voilà, je pense que cette équipe, il manque quand même une colonne vertébrale. Quelqu'un qui vraiment oriente le jeu et qui sache guider un peu tous ces gars quand on joue un peu à l'emporte-pièce, comme on dit. Jean-Michel, vous êtes là depuis quelques mois maintenant. Ouais. C'est le constat que vous faites? Tout à fait. C'est, je pense,
un gros manque de maîtrise. On a des difficultés à avoir un fil conducteur tout au long du match. On propose des choses très très intéressantes à certains moments, mais on a du mal à avoir une continuité dans ce qu'on fait tout au long du match et on est en difficulté dans la maîtrise. C'est pour ça qu'on a des périodes très différentes entre la première partie, deuxième partie, des fois des premières mi-temps étonnantes et des deuxièmes mi-temps catastrophes ou l'inverse. Alors c'est sûr qu'on pèse très peu sur la stratégie. À certains moments, on a des choix importants à faire au rugby, des tournants de match qu'on ne sait pas négocier. On écoute Jean-Baptiste Véron à l'issue de ce match-là au micro de Nicolas Pinchino. La motivation y était, on a fait un bon entame de match. Le problème c'est que on n'a pas réussi à concrétiser nos moments forts. On a campé à un moment donné chez eux pendant un quart d'heure, on n'a pas réussi à marquer un essai. Eux, entre-temps, ça les a un peu redonné confiance. Et à chaque fois, ils sont revenus dans notre camp avec un bon jeu au pied de leur 10 qui nous a mis un peu le feu. Et au fur et à mesure, ils nous ont gratté le terrain. Comme nous, on a tout donné dès le début, on n'a pas su marquer quand il fallait marquer, quoi. Là, on ne se met pas dans les meilleures conditions pour continuer. Mais bon, après, on a toujours le même objectif. On est un groupe. Des moments durs, on en a connu. On va tous se remettre en question pour essayer d'aller de l'avant parce qu'on en a besoin, quoi. Je pense que, mais c'est pas fait, quoi. Et je pense qu'il va falloir dès demain se remettre d'entrée à y réfléchir au boulot parce que je pense que ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Alors on résume. Vichy, c'est la semaine prochaine. Ce sera ici, à la maison. Non. Vichy, ça va se jouer certainement à Mende. Ah, ça se joue sur terrain neutre, c'est sympa, ça, c'est pratique. Ouais, c'est sur terrain neutre. Voilà, donc Nîmes-Vichy qui est 6e de sa poule. 6e de sa poule. Ce sera peut-être pas le plus difficile. Non, mais après, ensuite il y aura Annecy. Annecy qui est 2e de sa poule. Voilà, et si on est toujours en course, on va retomber sur Grasse qui est premier. En 8e de finale, Grasse. Et pour monter, il faut être dans les quarts de finale, c'est ça? Il faut automatiquement. Donc les 8 premiers de chaque poule montent et ensuite les 4 meilleures équipes suivantes après ces 8 premiers. Voilà. Donc tout dépendra des résultats des premiers de poule. Des premiers de poule qui sont automatiquement qualifiés. Voilà. Qui sont qualifiés pour les 16e. Voilà, donc c'est effectivement c'est du rugby, donc c'est compliqué. Le recrutement, président, on en dit un mot. Le recrutement, avec Jean-Michel, on s'en occupe tous les jours, c'est le cas de le dire. On ne va pas faire de fourniture cette année, on a compris, je pense qu'on a compris. Cette année a été porteuse de leçons quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques vieux briscards et après que des jeunes pratiquement. En parlant de vieux briscards, il y a Olivier Demandé, qu'on a vu à la télé samedi soir, qui va nous apporter énormément. Olivier Demandé qui joue au Racing. Qui joue au Racing, qui a failli battre. Qui va rejoindre son frère. Qui va rejoindre son frère et qui se met toute une joie de finir sa carrière à Nîmes. Qui va nous apporter énormément. Ensuite, il y a Souchan, qu'on connaît sur le plan rugbystique, c'est un ancien Nîmois aussi, qui va revenir faire sa carrière à Nîmes. Et nous sommes pour parler avec Sarméa, qui est un grand joueur qui joue à Montpellier. Grand joueur, si jamais Stade français, Montpellier. Pour demander, c'est de l'officiel. En ce qui concerne Souchan, pratiquement, Sarméa, c'est qu'une question de réglage en cours. Et puis, nous avons beaucoup de vues sur des espoirs de Montpellier, des jeunes qui promettent et qui sont un peu barrés au niveau professionnel. Pour le top 14 et qui pourraient s'aguerrir un petit peu plus ici. Et là, j'imagine vos relations à Montpellier. Jean-Michel, ça aide, ça met de l'huile dans tout ça? Oui, on fait marcher un petit peu les relations, mais aussi on essaie de définir un projet sportif et on essaie d'avoir des joueurs qui correspondent à ce projet sportif. Justement, on demande aux joueurs d'avoir une colonne vertébrale, d'avoir un fil conducteur sur le terrain. Il faut que les gens qui ne sont pas sur le terrain, il faut que nous aussi, on ait une structure qui se mette en place et qui ait du sens. Du coup, on se retourne vers des joueurs issus du niveau professionnel parce qu'ils correspondent à des exigences que nous, on souhaite mettre en place à Nîmes. De l'exigence, on a compris, ce sera le maître mot de la saison prochaine. Puis il ne faut pas oublier qu'on a le retour de Bernard Viviès et Thierry Devergy. Ça va être les deux vice-présidents. Et nous avons aussi une équipe dirigeante nouvelle, parce qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent au club en tant que dirigeants, bien sûr. On a des gars formidables, tels que Jean-Pierre aussi, qui est notre comptable, qui fait du travail extraordinaire, qu'on a remis un peu à flot, tout ça. Donc sur le plan sportif, c'est évident, on pêche un peu, mais ce qui est bien, c'est qu'on a assigné un peu ce club et on a une nouvelle équipe dirigeante qui va être de la mission.
de la stabilité, des renforts. Et bien écoutez, si ça ne monte pas cette année, ça montera l'année prochaine. Il faut espérer. Merci messieurs, bravo. Et puis on vous suit pour les phases finales. Allez, on clôt ce miroir des sports, la météo et puis le journal avec Christophe Chier. À tout de suite. Saturne Nîmes, plus radin, plus malin, vous a présenté Miroir des sports.